Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire destiné aux achats d'énergie. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Joanne Gros, je travaille pour Edel, énergie durable dans les entreprises de la Loire. Et je me présente aussi, je suis Rémi Perrin, donc je suis le collègue de Joanne et je travaille avec elle voilà, sur l'accompagnement des entreprises sur toute la thématique énergie dans le département de la Loire. Voilà, on accompagne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leurs activités, sur leurs problématiques de performance énergétique, y compris les achats d'énergie. Donc, c'est un sujet d'actualité. Et on a aujourd'hui la chance de recevoir un expert dans ce domaine, donc Assine Mani, qu'on a le plaisir d'accueillir. Merci Assine d'avoir répondu présent pour cet événement. Et on va te laisser très bientôt la parole et on te laissera te présenter plus précisément. Simplement, comment ça va se passer ce webinaire en fait? Donc, Yacine nous a préparé une très courte présentation simplement sur le contexte, mais qui va vraiment prendre normalement pas très longtemps. Et ensuite, on va se baser sur des questions-réponses que vous pourrez poser en fait, non pas en prenant la parole à l'oral, mais dans l'option questions-réponses du webinaire. Donc, c'est quelque chose normalement auquel vous avez accès en bas de votre écran. Il y a des petites bulles et c'est marqué en dessous Q et R. Donc, c'est un onglet de questions et réponses. Donc, nous, on va surveiller on va surveiller cet endroit, on va noter toutes les questions et on essaiera de les regrouper et de les poser à Assine au fur et à mesure. N'utilisez pas l'option discussion qu'on ne va pas suivre. Il faut bien aller dans les questions-réponses. S'il y a vraiment beaucoup de questions, on sera peut-être obligé de les trier, mais les questions auxquelles Assine n'aura pas répondu à la fin de l'heure, on essaiera de les traiter par la suite et de faire un retour par mail. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h30 et je vais laisser la parole à Assine. Si tu veux bien, Assine, peut-être activer ta caméra, te présenter et puis nous présenter les quelques diapos que tu nous as préparés. Allez, super. Merci beaucoup, Joanne, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une petite heure de questions-réponses concernant un sujet qui nous concerne tous, à savoir l'énergie. Merci de vous être inscrits aussi nombreux. J'ai préparé une petite présentation en quelques diapos pour remettre en fait en perspective le contexte actuel du marché de l'énergie. Et après, bien entendu, on se traitera au jeu des questions-réponses et j'essaierai de vous apporter des réponses pertinentes et efficaces. Et s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas forcément le temps de répondre ou qui sont très spécifiques, à ce moment-là, bien entendu, vous aurez mes coordonnées et ceux de Joanne et Rémi. Donc, vous aurez donc la possibilité de les adresser à l'un de nous et on vous apportera une réponse. Donc, je vais commencer par partager mon écran pour vous montrer les diapos que j'ai préparés. Est-ce que mon écran s'affiche, Joanne? Oui, on voit ton écran, oui. Bon, parfait. Allez, c'est parti. Donc, je vais aller assez rapidement en fait sur les diapos. C'est juste vraiment pour remettre en perspective. Donc, la première chose en fait, c'est une explication de l'organisation du marché de l'énergie aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on produit de l'électricité à partir de plusieurs sources, donc à partir du nucléaire, du thermique, des énergies renouvelables, de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, mais aussi avec des centrales à gaz. C'est un secteur qui est concurrentiel puisqu'en fait, il y a une multitude de producteurs avec une prédominance, bien entendu, du nucléaire qui est géré par EDF. Donc, toute cette production, elle est acheminée sur le réseau de transport, donc le réseau de haute tension. Là, en l'occurrence, on est sur un marché qui est régulé. En fait, c'est un pur ressort de RTE, filiale d'EDF. Cette électricité, elle est acheminée jusqu'à l'entrée des villes. Et donc là, on est donc sur le réseau de distribution. Et donc là, de la même façon, donc, c'est un secteur qui est régulé aussi et ce sont des activités qui sont confiées à l'Enedis. Et après, donc l'électricité arrive chez vous, dans vos entreprises et dans vos foyers. Et bien entendu, donc là, vous avez affaire à un fournisseur d'énergie qui vous facture en fait votre électricité. Donc là, en fait, Astine,
Oui. Racine, on t'interrompt parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui t'entendent pas bien, qui nous signalent là, dans le question-réponse que on Ok. t'entend mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Bah, je vais essayer de parler un peu plus haut, plus fort, pardon, et je rapproche le micro. Est-ce que ça va mieux comme ça? Un petit peu. Un peu mieux. Ah, oui, ça a l'air d'être mieux. Bon, je vais augmenter le volume également. Normalement, ça va aller. Du coup, donc, là, je parlais du circuit physique de l'électricité. Bien entendu, à côté de ça, il y a un circuit financier. En fait, en gros, il y a une bourse où les producteurs d'énergie et les fournisseurs se retrouvent pour échanger des volumes. Euh, c'est ce qu'on appelle les bourses de l'énergie. Et la confrontation de l'offre et de la demande fait en fait les prix qui sont proposés sur le marché de gros de l'énergie. C'est les prix auxquels les fournisseurs achètent euh, leur énergie. Et une fois qu'ils ont rajouté leurs frais de structure et leur marge, ça fait le prix vendu. La principale difficulté aujourd'hui, c'est que les prix sur le marché de l'énergie ont tellement flambé par manque de liquidité sur le marché. Un manque de liquidité, c'est-à-dire un manque d'offres par rapport à la demande. Et ça commence à durer, ça fait depuis l'année dernière. Ça a commencé à partir de juin, juillet. Et aujourd'hui, en fait, ça devient problématique. Assine, Oui. Assine, le son est toujours mauvais, on t'entend pas très bien, ça hache. Alors, je vais peut-être fermer une fenêtre ou deux. Ça ira mieux. Voir peut-être ta caméra, je sais pas, moi aussi j'ai essayé Oui, de lancer ma caméra. absolument. Je coupe la caméra. Normalement, ça devrait aller mieux là. C'est un peu mieux. Ça a l'air. Et les gens vont nous faire savoir par le question-réponse. J'espère que ça va aller mieux pour tout le monde. Ok, allez, parfait. Je continue. Du coup, donc sur la deuxième diapo, donc là, c'est l'explication de l'organisation du marché du gaz. C'est exactement la même chose en fait. Hein, l'organisation est la même. Simplement, en France, on ne produit pas de gaz très très peu. On a la méthanisation qui commence à se développer, mais le plus gros de la consommation de gaz aujourd'hui vient de l'import. Donc, de la même façon, on a donc, des méthaniers qui arrivent ou des pipes qui apportent le gaz, le gazoduc. Ces quantités qui sont importées, donc elles sont stockées euh, dans des stockages souterrains. Ensuite, c'est transporté sur le réseau de transport géré par GRT et distribué à l'entrée des villes grâce à GRDF. Et ensuite, donc, ça arrive chez vous. Et là, de la même façon, on a les fournisseurs d'énergie qui se positionnent en bout de chaîne pour facturer l'électricité le gaz que vous consommez. De la même façon, donc, il existe une bourse du gaz qui permet en fait la confrontation de l'offre et de la demande et d'avoir un prix d'achat de gros. Et après, donc, une fois les fournisseurs ont acheté, ont réservé des quantités, euh, ça fait bien entendu, donc, avec la marge des fournisseurs et leurs frais de structure, ça fait le prix de vente final. Là, justement, donc, on parlait des marchés de gros. Donc, vous avez sous les yeux donc, les courbes, donc un aperçu des marchés de gros du gaz naturel. Alors, sur les marchés de l'énergie, on parle de marché à terme, donc avec des calendaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation qui va se faire en 2023, 2024, 2025, elle est déjà en grande partie réservée aujourd'hui. Donc, les prix pour les années à venir sont déjà connus. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a trois courbes qui se superposent. Donc, la courbe en rouge, c'est le calendaire 2023. Donc, ça, c'est les prix, en fait, pour l'année de livraison 2023. En jaune, c'est le calendaire 2024. Et en vert, c'est le calendaire 2025. Donc, un client qui doit se positionner aujourd'hui pour un contrat qui va démarrer au 1er janvier 2023 et qui va se terminer le 31/12/2025 pour 3 ans, son prix qui va être proposé par le fournisseur, ça va être la moyenne de ces trois courbes-là, auxquelles on va rajouter les frais de structure des fournisseurs à leur marge, et ça fait le prix de vente client. Donc, ce qui est intéressant en fait dans cette lecture-là, c'est de ça. J'ai beaucoup de questions en fait de la part de mes clients qui me disent
vu la tendance des prix aujourd'hui, moi, je prends un contrat sur un an et on verra plus tard si les prix viennent à baisser. Donc, en fait, euh, quand on regarde ces courbes, on sait que les prix ne vont pas baisser parce qu'en fait, les trois calendaires se suivent et on est sur une tendance haussière. Donc, ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est que quand on prend un contrat sur un an, ben, en gros, en fait, le prix euh, qui sera proposé par le fournisseur, il est calé uniquement sur le prix de l'année 2023. Et comme c'est l'année la plus chère, ben, ça vous fait forcément un contrat qui est beaucoup plus cher que si on prenait en fait, un contrat sur 3 ans. Sur l'électricité, alors ça se présente pas de la même manière, mais c'est exactement la même logique. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez la courbe d'évolution des prix sur le marché de l'électricité. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'année 2023. Donc on voit qu'on a atteint un pic le 26 août à 1130 € du mégawattheure sur les marchés, donc prix d'achat de gros des fournisseurs. Aujourd'hui, ça s'est tassé un petit peu, on est à 532 € du mégawattheure. Ça s'est tassé parce qu'il y a eu une réunion en fait, des ministres de l'énergie européen le 9 septembre. Et du coup, en fait, le marché est dans l'attente des annonces pour justement essayer de réguler ce marché et faire en sorte que les prix reviennent en fait à des normales acceptables. Ce qu'on voit par contre, c'est que pendant de longues années, depuis même avant 2018, on était sur un prix de l'énergie à 47 € du mégawattheure. Et puis, à début 2022, même à partir de juin 2021, les prix ont commencé à prendre des pieds. On voit sur le côté ici les prix des calendaires à venir. Donc, comme vous pouvez le voir, les calendaires sont ouverts jusqu'en 2029. Il y a un prix déjà qu'on connaît à l'avance, qui est très élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il y a très peu d'échanges, il y a très peu de volumes qui sont échangés sur ces années-là, parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché au manque de visibilité. Mais en tout cas, un fournisseur qui souhaite réserver des quantités pour ces années-là, 2027, 2028, 2029, il a la possibilité de le faire aujourd'hui. Le plus urgent aujourd'hui, c'est vraiment de réserver des quantités qui vont être consommées en 2023, 2024. Et comme vous pouvez le voir, 2024, certes, est moins cher que 2023, c'est moitié moins cher, mais ça reste quand même très élevé et très loin des prix qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, qui tournaient autour de 50 € du mégawatt. Et là, donc, arrive la question, mais pourquoi cette flambée des prix? En fait, il n'y a pas une seule explication, il y en a beaucoup. Les raisons sont innombrables. En premier lieu, par rapport à l'électricité, c'est surtout la disponibilité réduite du parc nucléaire français, euh, parce qu'on a pas mal de soucis, des problèmes de soudure, la fermeture de Fessenheim, le retard de l'EPR de Flamanville. Voilà. Aujourd'hui, en fait, sur la cinquantaine de réacteurs qui existent en France, il y en a plus de 30 qui sont à l'arrêt. Le président de la République s'est prononcé fin août pour demander à EDF de rallumer de toute urgence les réacteurs qui sont à l'arrêt. C'est pas une chose facile et aisée parce que il y a une autorité qui s'appelle l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui autorise ou pas la remise en route d'un réacteur. Donc, ça va se faire dans le temps, mais ça se fait pas comme ça. Et puis, il y a des arrêts, en fait, qui sont programmés, c'est de la maintenance. Et du coup, en fait, ça prend énormément de temps. Notamment, lorsqu'on est en train de chercher, en fait, le, l'uranium, en fait, dans les à côté de ça, il y a des crises géopolitiques dans les principaux pays exportateurs ou de transit. Là, volontairement, je n'ai pas cité l'Ukraine parce que c'est ce qu'on entend dans tous les médias, mais il n'y a pas que. Il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc, il y a des tensions dans les pays arabes, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Il y a des tensions aussi au Nigeria et des difficultés en fait de production parce que l'outil de production en fait, est obsolète et demande en fait beaucoup de préparation. On a des capacités de stockage ou de production qui sont diminuées dans d'autres pays, notamment la Norvège, qui est l'un des plus gros exportateurs de gaz en direction de la France. Forcément, donc les installations de stockage, il faut faire de la maintenance dessus
Et des fois, ça affecte aussi les capacités d'exportation. Les USA également, qui exportent beaucoup de GNL et des gaz de schiste, qui ont connu ces derniers mois en fait un incendie qui a mis hors d'usage en fait un gros centre d'exportation en fait de gaz. On a également le Venezuela qui a les plus grandes réserves au monde de gaz, mais qui ne peut pas produire pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des sanctions américaines qui font en sorte que aujourd'hui ils n'ont pas les pièces détachées en fait, pour réparer les outils qui tombent en panne et qui méritent d'être réparés. Bien entendu, donc on a la météo et l'intermittence des sources d'énergie renouvelables. Et puis aussi, on a les politiques énergétiques européennes, donc la sortie du nucléaire, la restriction d'usage des énergies fossiles, l'électrification des usages, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui, de toute façon, est faite pour faire en sorte que le prix de l'énergie augmente dans les années à venir, tout simplement pour rendre certains secteurs d'activité rentables et viables, comme par exemple le solaire photovoltaïque, l'éolien, etc. Il y a également... Oui. On a encore pas mal de retours d'entreprises qui ont du mal à t'entendre. Est-ce que peut-être tu peux soit t'éloigner de ton micro ou essayer de te rapprocher? Je ne sais pas trop ce qui serait possible de faire pour améliorer. Alors, je vais essayer de changer de micro peut-être. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ici, d'ici, ça paraît pas mal, ouais. Bon, et ben on va rester comme ça. Hop. Hop. Je vais m'en PC et je vais parler fort. Ensuite, donc j'étais aussi également sur l'explosion des charges et des obligations des producteurs d'énergie, notamment la taxe carbone. Juste à titre d'information, la tonne de CO2 tournée début février 2022 à 96 €, alors qu'en 2014, on était à 7 €. À l'heure actuelle, la tonne de CO2 s'échange à 70 €. Donc, il y a eu une petite baisse, mais on reste quand même sur des niveaux très élevés. Et forcément, le prix de la tonne de CO2 vient se rajouter dans le prix de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. On a également donc l'explosion du prix du gaz, et comme ce dernier est utilisé pour produire de l'électricité, il y a forcément donc un phénomène de contagion. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a de l'instabilité, il y a une prime de risque, et en fait aujourd'hui les prix sur les marchés de gros de l'électricité, c'est que des primes de risque parce qu'il y a des incertitudes en fait par rapport à l'avenir. Je crois que j'ai fini. Je crois qu'il me reste une diapo. Voilà. Donc là, on va laisser place aux questions-réponses. Juste ici, sur la diapo, je vous ai mis en fait un lien vers le site impôt.gouv.fr, le plan de résilience aide gaz et électricité. Donc en fait, là, sur ce lien, vous avez une explication sur la démarche pour obtenir des aides pour les entreprises électro-intensives qui consomment beaucoup d'électricité et de gaz. Voilà, donc si vous souhaitez monter un dossier, c'est par là-bas qu'il faut aller voir. J'ai fini au niveau des diapos et on peut commencer les questions-réponses. Merci Yacine pour cette première présentation. Est-ce que tu t'es présenté avant de démarrer ton diaporama? Non, mais je vais le faire tout de suite. Ouais. Alors, hop, je vais arrêter le partage du coup. Et hop, je vais peut-être remettre la caméra. Ah, voilà. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc Yacine Mani, moi je suis courtier consultant en énergie. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans ce milieu. Mon métier consiste à mettre en concurrence les différents fournisseurs de gaz et d'électricité, et puis surtout à expliquer à mes clients ce qu'ils payent aujourd'hui, ce qui est proposé par le marché pour donc les années de livraison future, pourquoi ce prix est proposé et quelles sont les alternatives en fait pour trouver un meilleur prix. Donc j'ai une connaissance approfondie des différents secteurs du marché, et grâce à cette connaissance en fait je peux conseiller mes clients pour avoir la maîtrise de leur budget d'électricité et de gaz naturel. Merci.
Donc, on n'a pas encore beaucoup de questions. Donc, pour l'instant, on va les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Donc, la première question vient d'une entreprise qui nous dit donc qu'elle a souscrit en 2020 un contrat qui court jusqu'en décembre 2024 sans arène à des prix donc intéressants. Et elle demande si c'est intéressant de négocier maintenant ou s'il est préférable d'attendre courant 2023. Pour tout te dire, c'est vrai que les premières questions portent un petit peu sur quel est le moment opportun pour négocier selon les échéances de chacun. Donc là, en particulier, c'est le cas d'une entreprise qui a souscrit en 2020 un contrat qui l'emmène quand même jusqu'en 2024 et elle précise que c'est sans arène. Absolument, oui. Et je tiens à féliciter cette entreprise qui a saisi une belle opportunité parce qu'effectivement, en 2020, on était en plein Covid. Les prix de l'électricité comme du gaz étaient en chute libre. Et donc, une entreprise qui a saisi cette opportunité pour fixer son tarif jusqu'à 2024, c'est une entreprise qui aujourd'hui dispose d'un avantage concurrentiel en fait, par rapport aux autres entreprises qui ont des contrats qui arrivent à échéance en fin d'année. Donc, bravo déjà pour cette anticipation. Ensuite, donc, au niveau de l'opportunité de la négociation, alors en temps normal, avant la flambée des marchés, j'avais pour habitude de dire à mes clients le timing idéal pour négocier, c'est toujours entre 12 et 20 mois avant la date d'échéance. Donc, c'est toujours l'anticipation. Le mot anticipation reste toujours de rigueur aujourd'hui. Simplement, par rapport à l'incertitude qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, des fois, quand on a envie de négocier avec 12 ou 15 mois d'avance par rapport à la date d'échéance, le fournisseur en fait va refuser de se positionner parce qu'aujourd'hui en fait on ne sait pas trop où on va et il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui amène d'ailleurs beaucoup de fournisseurs aujourd'hui à limiter la durée de leur contrat. Il y a des fournisseurs aujourd'hui qui proposent des contrats de 3 mois renouvelables. Il y en a d'autres qui se limitent à 12 mois. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, l'anticipation est toujours de rigueur. Simplement, ça ne dépend pas que du client, ça dépend aussi du fournisseur, s'il a envie de prendre des risques avec vous ou pas. Le plus important dans tout ça, c'est de sortir le contrat aujourd'hui, de regarder la date d'échéance et d'entamer une discussion avec le fournisseur. Voilà. Soit le fournisseur est prêt à vous accompagner et vous fait une proposition. Et là, vous examinez la proposition et vous décidez si c'est opportun pour vous de signer cette proposition ou pas. Mais voilà, c'est le plus important en fait. Regardez l'état actuel des choses, ce qui est proposé par le marché et prenez une décision en conséquence. Soit ça vous convient, vous signez dans la foulée, soit ça vous convient pas et vous attendez. Mais au moins, ça vous permet de commencer à vous mettre dans la perspective et commencer aussi à vous projeter dans l'avenir par rapport à vos budgets à prévoir. Parce que si vous avez une proposition aujourd'hui avec un budget qui fait x4, x5, ça vous permettra d'anticiper. Si vous avez encore un an ou un an et demi d'engagement avec votre contrat actuel et votre tarif actuel, ça vous permettra de commencer à prévoir ça dans vos provisions. Merci. Alors, je vais te poser plusieurs questions qui sont un petit peu dans du même acabit, mais ça te permettra peut-être d'approfondir aussi ta réponse. Je dois renégocier mes prix de l'électricité et de gaz avant fin 2023. Quel sera le meilleur moment? C'est un petit peu la même question en fait. Hein. Oui, c'est un petit peu la même question. Donc voilà, la première chose, c'est de demander en fait une cotation aux fournisseurs actuels et peut-être un ou deux fournisseurs, voilà, pour voir leur position, s'ils acceptent de se positionner ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, les fournisseurs se positionnent différemment selon beaucoup de critères et notamment le critère du scoring du client. C'est quoi le scoring? En fait, c'est un peu la note de la Banque de France. Donc, en fait, ils regardent la viabilité de l'entreprise. Ils regardent beaucoup, en fait, les fournisseurs en ce moment, le risque d'impayé. Et donc, deux clients qui ont la même date d'échéance en fin d'année 2023, s'il y a une entreprise qui a un bon scoring et une autre qui a un moins bon scoring, celle qui a un bon scoring, elle va avoir une proposition. Celle qui a un mauvais scoring, elle n'aura pas de proposition. Donc,
le mot d'ordre, c'est de lancer une consultation, même si vous avez une date qui est lointaine, demander une proposition et en fonction de la réponse, on avise. Voilà. Pour toi, même en ce moment où les cours sont quand même historiquement hauts, même si ils sont redescendus par rapport au pic de fin août, mais ils sont quand même vraiment très hauts, mais pour toi, ça garde quand même du sens de consulter à l'avance. Absolument. En consulter, ça ne veut pas dire signer. Mm. C'est pas parce qu'on consulte que voilà, on va devoir signer le contrat. Et puis, de toute façon, on sait que le prix de l'énergie ne va pas baisser par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer sur le marché à terme et sur le fait que les prix pour 2023, 24, 25 et même au-delà sont en partie connus aujourd'hui. On sait que ça ne baissera pas. Donc, bien au contraire, aujourd'hui, là, il y a de l'attentisme sur le marché. C'est ce qui a occasionné cette baisse des marchés par rapport au plus haut qu'on a connu là, le 26 août. Mais si les décisions de l'Union européenne ne sont pas à la hauteur des attentes, on va repartir en fait dans un cycle de hausse assez important. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des contrats qui se terminent en fin d'année. Elles n'ont pas encore négocié. Et à un moment donné, en fait, il va y avoir embouteillage chez les fournisseurs. C'est ce qui va amener beaucoup de fournisseurs en fait à être très sélectifs dans leurs réponses. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour négocier vos contrats. C'est maintenant en fait qu'il faut commencer à y regarder. Merci. Du coup, je te pose deux questions d'entreprises du coup qui sont sur des échéances beaucoup plus proches. Et nous, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'appels d'entreprises justement qui ont leur contrat qui arrive à terme au 31. Alors, je te pose les deux questions, je les lis textuellement. Donc, la première, elle demande le contrat de mon usine arrive à terme le 31/10. J'ai dénoncé le renouvellement automatique. Je suis en contact avec plusieurs courtiers, mais aucun fournisseur ne souhaite se positionner. Donc, est-ce que tu as quelque chose à indiquer à cette personne? Et puis, j'en profite pour t'en poser une deuxième qui est du même acabit. C'est quand renouveler notre contrat de fourniture d'électricité qui se termine fin décembre 2022. Donc, c'est une entreprise qui consomme 2,5 gigawattheures d'élec par an. Et il demande est-ce qu'il faut attendre encore? Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment sur les échéances à très court terme. Donc, à la fois, il y en a une qui consulte et qui n'a pas de proposition. Et l'autre qui se demande si c'est le temps de le faire maintenant. Oui, absolument. Donc, effectivement, aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des entreprises en fait, qui sont en difficulté pour avoir des propositions de renouvellement avec des délais qui sont très contraints. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les fournisseurs regardent le scoring des entreprises. Et donc, si le fournisseur en fait, refuse de se positionner, c'est qu'il y a très certainement en fait, un score qui est très bas et qui sort en fait, du cadre de prise de risque en fait, du fournisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fournisseur a ses propres critères de notation et d'évaluation du risque d'impayé. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter plusieurs fournisseurs. Ce que je déconseille, par contre, c'est de consulter plusieurs courtiers, parce que le principe, en fait, dans le courtage, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est contre-productif. Autant laisser la possibilité au premier courtier de consulter de manière exhaustive le marché, sachant qu'aujourd'hui, un courtier travaille avec des fournisseurs partenaires. Donc, en général, il en a entre 10 et 20, mais c'est pas la totalité des fournisseurs du marché, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a plus de 50 fournisseurs sur le marché. L'autre possibilité serait de passer par un conseiller. C'est ce que je fais moi pour mes clients, où j'interviens en fait, où je demande en fait de manière exhaustive à l'ensemble du marché, à l'ensemble des fournisseurs, des propositions. Donc, la différence entre le conseil et le courtage, en fait, le courtage, c'est une prestation qui est prise en charge par le fournisseur. Et donc, le coût de la prestation est inclus dans le prix de l'électron qui est proposé au client. Alors que en conseil, en fait, on est sur une prestation où c'est le client qui va payer la prestation de conseil. Et la grosse différence, c'est que en courtage, on va se contenter de solliciter nos fournisseurs partenaires qui nous mettent à disposition des moyens
des outils de cotation, etc., et des moyens humains aussi, alors qu'un conseil, en fait, on va solliciter les fournisseurs sur appel d'offres. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, quand on est sur du conseil, on n'est pas payé par les fournisseurs, mais par contre, ça nous permet d'élargir notre champ d'action et d'aller chercher les fournisseurs qui sont à même de prendre un contrat, voilà, même avec des contraintes liées au scoring, etc. Donc, pour cette entreprise en particulier qui est en difficulté, on peut également, donc on peut échanger sur les difficultés pour identifier pourquoi elle a du mal en fait à obtenir une proposition et voir effectivement si on peut chercher une solution ailleurs et de quelle façon et à quel prix. Je t'entends pas, Joanne. Merci, Yacine. Je t'en prie. Donc, il y a encore une ou deux questions sur les échéances, mais je vais changer un petit peu de sujet. Je te lis une autre question. Donc, bonjour Yacine. Donc, une question par rapport au bouclier tarifaire des entreprises. Saurais-tu quelles sont les prises en charge, les aides pour une entreprise de moins de 10 salariés qui réalise moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Donc, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des éléments de bouclier tarifaire par rapport à ça? OK. Alors effectivement, donc il y a le bouclier tarifaire en fait qui s'applique aux particuliers et aux petits pros. Il y a rien de péjoratif dans petit pro. Un petit pro en fait c'est quelqu'un qui a un compteur bleu comme celui du particulier en fait chez nous. Donc c'est des compteurs inférieurs à 36 kVA. Donc toutes ces entreprises là sont concernées par le bouclier tarifaire qui a été fait par le gouvernement l'année dernière et qui va être prolongé sur l'année 2023. Ce bouclier tarifaire, en fait, a eu pour conséquence de limiter la hausse des prix de l'énergie à 4% maximum depuis le début de l'année. Et a priori, donc, il va être reconduit en 2023 avec une hausse limitée à 15%. S'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, le prix de l'énergie aurait dû prendre au 1er février 2022 44%. Donc sur les 44, finalement, il n'y a eu que 4, pardon. Et de la même façon, donc le prix aurait dû augmenter au 1er février 2023, mais là, ça va être limité à 15%. Autre forme de bouclier, c'est la CSPE qui a été réduite en fait au minimum. La CSPE, c'est une taxe en fait sur l'électricité. Son montant normal est à 22,50 € du mégawattheure et depuis donc le 1er février 2022, ça a été ramené à 50 centimes du mégawatt. Donc c'est une aide indirecte qui permet justement de réduire la hausse des prix. Pour l'instant, le gouvernement n'en parle pas, ne parle pas de la pérennisation de cette CSPE à 50 centimes. Voilà, donc on attend un petit peu ce qui va être décidé et on ne le saura pas avant la fin d'année, avant le mois de décembre, parce que ça va être en fait sur la loi fiscale en fait, qui sera votée en décembre. Merci Yacine. Donc, tu nous as parlé de deux choses. Donc, la dernière chose, là, concernant la CSPE, donc ça a concerné absolument tout le monde et ça s'est appliqué automatiquement. Donc, à la limite, on n'a rien à faire là-dessus, sur la CSPE à taux réduit, qui est prévue a priori jusqu'à fin février 2023. Et pour la deuxième, la limitation de l'augmentation des coûts, c'était vraiment que pour les tarifs réglementés. Absolument. Donc, c'est les tarifs réglementés. Oui. Oui. Et donc, est-ce que tu peux rappeler les entreprises qui ont accès à ces tarifs? Donc, la limitation de l'augmentation des coûts, l'augmentation des coûts a été limitée par le bouclier tarifaire pour les entreprises pouvant bénéficier des tarifs réglementés, mais ce sont que effectivement des petites entreprises et des petits consommateurs. Est-ce que tu peux rappeler les conditions d'accès aux tarifs réglementés, s'il te plaît? Absolument. Donc, il y a deux seuils en fait. Il ne faut pas faire plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut employer moins de 10 salariés. Voilà, donc c'était bien les conditions qui étaient évoquées dans la question. Voilà. Donc, ces entreprises-là, même si elles sont souscrites à un contrat à prix marché actuellement, ont la possibilité de retourner chez EDF avec un tarif réglementé.
c'est une opportunité du coup intéressante pour les entreprises qui remplissent ces conditions. Merci. Absolument. Alors, petite précision en ce qui concerne le gaz, le retour au tarif réglementé n'est pas possible. Il est possible uniquement en électricité. Ah bon, d'accord, bah merci, je ne savais pas. On a 2 questions sur les fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs se positionnent pas un peu haut pour prendre moins de risques? Bon, tu y as déjà un petit peu répondu. Et qui sont les fournisseurs d'électricité fiables pour faire une demande? Alors, on n'est pas là pour promouvoir certains fournisseurs plutôt que d'autres, mais peut-être à travers une liste assez large, est-ce que tu peux nous dire ceux qui déjà qui répondent en ce moment, qui répondent même sur des échéances courtes et qui sont relativement, voilà, qui répondent pour le public qui est présent ici, c'est-à-dire essentiellement beaucoup des PME de la Loire, quoi. Absolument, oui. Effectivement, donc, alors aujourd'hui, en fait, pour avoir une licence d'exploitation de fourniture d'énergie, il faut montrer patte blanche, il faut montrer en fait des garanties financières assez importantes. Donc, je dirais, du moment que le fournisseur est référencé, c'est qu'il est fiable. Après, effectivement, la trésorerie des différents fournisseurs est mise à rude épreuve depuis plusieurs mois parce qu'à chaque fois qu'ils prennent un nouveau client, ils doivent mettre en fait des garanties financières parce que même si la livraison intervient en 2023 et c'est à ce moment-là que le fournisseur va commencer à vous facturer, aujourd'hui en fait pour réserver les quantités, il doit quand même mettre des garanties en face et ça joue énormément en fait sur la trésorerie des fournisseurs. C'est ce qui les amène justement à limiter la conquête, donc la prise de nouveaux clients et à gérer les affaires en fait de manière très pointue et très fine. Aujourd'hui, bien entendu, donc les plus gros fournisseurs restent dans l'ordre EDF, Engie, Total Energy et Eni. Donc ça, c'est les 4 premiers. Après, on a d'autres fournisseurs qui sont fiables aussi, qui proposent une valeur ajoutée qui est différente. Donc voilà, il ne faut pas se priver non plus de les solliciter. Ils répondent pas, tant pis. Voilà. Sachant que chaque fournisseur, de toute façon, quel que soit son nom et son envergure, a ses propres conditions pour prendre de nouveaux clients. Merci. Par exemple, aujourd'hui, limite la conquête des clients. De la même façon, EDF, sur certains clients se positionne bien, sur d'autres se positionne un peu moins bien. Donc, il n'y a pas de règle en fait. Merci. Et à part ces 4, est-ce que tu peux nous dire encore, pour élargir un petit peu la liste ou pour les entreprises qui ont reçu peut-être des propositions d'autres fournisseurs, est-ce que tu en as peut-être encore 3 ou 4 autres que tu vois souvent revenir, au-delà des 4 gros que tu as cités? Oui, on a Alterna par exemple, qui aujourd'hui continue à prendre des clients. Il y a Picotti sur le gaz qui prend des clients. On a GEG aussi qui prend encore des clients. Endesa, ils sont sur le gaz, donc ils sont un petit peu à l'arrêt en ce moment, mais je pense qu'ils vont reprendre dans quelques jours, dans quelques semaines. On a Premio Énergie qui est sur le marché également. Voilà pour l'essentiel. Merci Yacine. Après, il y a une liste en fait sur le site du médiateur de l'énergie des différents fournisseurs. Voilà, le tout en fait, c'est de prendre le temps de passer un coup de fil à chaque fournisseur et de voir comment ils se positionnent actuellement, est-ce qu'ils prennent des nouveaux clients ou pas et dans quelles conditions. Merci beaucoup. Je rebondis sur une entreprise qui a une double question, donc qui reprend un petit peu des choses que tu as déjà dites et puis un aspect aussi nouveau et important aussi. Alors, je te lis. Bonjour, alors nous, on a des offres, ce n'est pas le problème, mais est-ce qu'on attend encore ou est-ce qu'on signe maintenant? Je crois que c'est une entreprise qui a une échéance en fin d'année 2022 là. Et voilà. Et la deuxième partie de sa question, comment sélectionner le bon pourcentage d'arène? On a un fournisseur qui nous propose 60% d'arène, l'autre 65%, et ils veulent pas modifier les pourcentages d'arène. Donc, qu'est-ce que ça impacte en fait dans le prix? Oui, absolument. Donc, je commence par la fin de la question. Donc, le pourcentage d'arène. Aujourd'hui, en fait, quand vous définissez un pourcentage d'arène, en fait, vous définissez votre degré d'exposition à une hausse tarifaire à venir.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attribution des quantités d'AREN, donc l'AREN, en fait, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc, c'est en gros chaque fournisseur, enfin chaque consommateur d'électricité a le droit à un quota d'énergie nucléaire dans son mix, dans le sourcing en fait de son énergie. Cette énergie nucléaire, elle est vendue à prix régulé à 48 euros du mégawattheure. 48,50 € du mégawattheure, donc ça n'a rien à voir avec les prix du marché qui dépassent les 500 ou les 600 € du mégawattheure. Sauf que la demande est tellement énorme qu'aujourd'hui, en fait, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, est obligée d'écrêter une partie des demandes. Donc, l'écrêtement intervient toujours au mois de décembre pour l'année qui suit. Donc, au mois de décembre 2022, on saura quelle est la quantité qui sera écrêtée et que les fournisseurs vont devoir compenser par des achats sur le marché. Et donc, en fait, le degré d'exposition, c'est ça. C'est-à-dire que si la Commission de régulation de l'énergie écrète 30% des demandes, ça veut dire que votre fournisseur va devoir acheter à hauteur de votre quota, donc des 30% qui manquent sur le marché. Et donc, il va vous répercuter la différence entre le prix AREN et le prix du marché. Voilà. Donc, plus le pourcentage AREN est important, plus vous vous exposez en fait à une hausse de votre une hausse importante en fait de votre tarif. Mais de toute façon, aujourd'hui, si on ne prend pas un pourcentage AREN important, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher des prix marché et les prix marché sont tellement hauts que de toute façon, ça va se refléter en fait dans le prix de l'énergie qui est proposé par le fournisseur. Donc, je dirais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la question en fait de fixer le pourcentage AREN. La vraie question et la décision à prendre, c'est de se dire aujourd'hui le prix qui est proposé par le fournisseur, est-ce qu'il me convient et est-ce que je vais pouvoir payer? Si la réponse est oui, ça ne sert pas à grand-chose en fait d'attendre jusqu'à la fin de l'année parce que les prix normalement devraient augmenter. Je n'ai pas une boule de cristal bien entendu, mais d'après les tendances aujourd'hui, il n'y a rien qui me laisse penser que le prix de l'électricité va baisser dans les mois à venir. Bien au contraire, tout laisse penser que ça va augmenter. Donc, si vous avez une proposition qui vous paraît intéressante et que vous avez un fournisseur en face qui est prêt à vous accompagner, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Merci, Assine. En message principal, moi, ce que je crois entendre de ce que tu nous livres, en tout cas ton analyse toi, de la situation, c'est que effectivement les cours sont hauts et c'est très inquiétant parce que du coup on se retrouve face à des budgets de l'énergie qui sont vraiment démultipliés par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais toi, ce que tu en penses, c'est que ça va continuer globalement à la hausse, indépendamment du fait qu'il puisse y avoir voilà, des pics ou des creux de façon ponctuelle, mais que globalement on va quand même continuer à la hausse. Donc, effectivement, anticiper, ça reste important. Que si on trouve un fournisseur qui est prêt à nous faire une proposition, faut la regarder avec intérêt, voire la signer par anticipation, voire s'engager même même pour les entreprises qui sont pas encore dans des urgences avec la fin de leur contrat, mais que c'est intéressant même de signer maintenant pour le futur, quoi. Absolument. Oui. Donc, on a d'autres questions. Attends, que j'avais un peu sélectionnées. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a entendu des annonces. L'Union européenne annonce un plafonnement à 200 € du mégawattheure. Quelles conséquences sur les contrats en cours? OK. Alors, c'est une question qui a été abordée effectivement lors de la réunion des ministres du 9 septembre. Là-dessus, en fait, il n'y a pas eu de consensus. C'est un chiffre effectivement qui est sorti dans les médias, 200 € du mégawattheure pour le prix du gaz. Le gaz importé de Russie et puis d'autres pays ont proposé à ce que ça ne soit pas limité en fait au gaz russe, mais au gaz quelle que soit sa provenance. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus en fait là-dessus, et la doctrine en fait de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de dire en gros, on n'agit pas sur la mécanique de fixation des prix, on va
plutôt taxer les surprofits. Donc, en gros, ils vont fixer un prix plafond pour les producteurs d'énergie. Au-delà de ce prix-là, tout ce qui dépasse, en fait, reviendra à l'État et c'est l'État qui va faire la redistribution secteur par secteur en fonction du degré d'urgence, en fait, des différents secteurs. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que de ce qui ressort, en tout cas, des premières discussions, c'est qu'il n'y a pas de vraie volonté d'agir sur les prix de l'énergie. Il y a plutôt, en fait, une tendance à laisser faire, en fait, le marché, la mécanique de la concurrence, finalement, mais à un moment donné, d'intervenir pour mettre des pansements un peu partout sur les différents secteurs les plus exposés, bien entendu. Voilà. Donc, on est plus dans une logique de redistribution. Est-ce que ça peut jouer sur le cours auquel l'énergie s'échange, le cours que tu nous as montré, par exemple Si on n'intervient pas sur la mécanique de fixation des prix, non, ça ne va pas jouer sur le cours. Simplement, par contre, voilà, on peut s'attendre à ce que les entreprises les plus exposées et les plus en difficulté puissent bénéficier justement d'aides bien ciblées. Alors, ça a été le cas déjà depuis le mois de mars, puisque au niveau en France, le gouvernement a mis en place en fait une enveloppe de 3 milliards d'euros pour aider les entreprises électro-intensives, c'est-à-dire les entreprises où le coût de l'électricité représente plus de 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais uniquement les électro-intensives. Cette enveloppe, à fin août, a été entamée à hauteur de 500 000 euros. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. La raison est toute simple, c'est qu'il y avait tellement de critères restrictifs à respecter que très peu d'entreprises entraient en fait dans le cadre d'application de cette loi. Bruno Le Maire, fin août, a déclaré que le dispositif était mal calibré et qu'il fallait effectivement l'assouplir. Donc, c'est ce qui a été fait depuis. Donc, les critères ont été assouplis et le lien que je vous ai affiché en fait sur les diapos explique en fait comment on peut satisfaire aux différents critères pour justement bénéficier de ces aides. Sachant que ça reste quand même assez, comment dire, ça ne résout pas en fait les problèmes qu'on connaît aujourd'hui parce que en gros, quand on satisfait aux différents critères, ça prend en charge 30% des coûts liés à la hausse de l'énergie. Voilà. Après, il y a des questions de seuil, mais le premier seuil, en fait, pour les entreprises, les PME, c'est 30% des coûts. Après, donc, quand on est vraiment dans le rouge et qu'on a un excédent de d'exploitation qui passe dans le rouge, qui passe en négatif, là, la prise en charge s'élève à 50%. Voilà, donc ça reste quand même, à mon sens, assez restrictif pour l'instant. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit revu encore et que les critères soient assouplis et étendus aussi à d'autres secteurs d'activité, parce qu'il y a certes des entreprises électro-intensives, mais il y a des PME où le coût de l'énergie représente quand même un poste de charge assez important et c'est pas pour autant qu'elles sont électro-intensives. Merci. C'est vrai que donc on vous encourage tous à aller voir un petit peu ces critères-là. Les critères avant qu'ils évoluent, c'était qu'il fallait que l'énergie représente en 2021, donc avant cette augmentation très très importante, que l'énergie représente 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'était vraiment pour des entreprises assez électro-intensives et il fallait en plus que l'entreprise ait connu un doublement de son prix de l'énergie. En gros, entre 2021 et 2022. Voilà. Mais bon, ça s'est assoupli un petit peu. Donc, si vous avez l'impression d'être que ça pourrait être possible pour vous, donc allez bien voir les critères. Je rebondis encore sur la poursuite de la question là, qui concernait les tarifs réglementés. Mon usine a 10 salariés et fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La puissance atteinte en fourniture d'électricité est de 66 kVA. Puis-je revenir chez EDF en tarif réglementé? Et la personne précise que son budget d'électricité habituel, c'est 20 000 euros et il risque de passer à 120 voire 160 000 euros.
Donc, ce qui les conduirait à vider leur trésorerie en 10 mois, c'est vrai que c'est des situations qui sont extrêmement compliquées. Voilà, donc Alors, le critère, ça va être en fait le nombre de salariés. Du coup, là, il y a 10 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires et Voilà. une puissance souscrite de 70. Ouais. Donc, 9 salariés, ça passe pour retourner au TRV, au tarif réglementé. 10 salariés, ça ne passe pas. En revanche, aujourd'hui, il y a des propositions, si je comprends bien, si on est sur un compteur C5, un compteur bleu, aujourd'hui, il y a des propositions qui sont intéressantes et qui peuvent éviter justement que le prix flambe. Oui, mais Assine, il a 70 kilos de puissance souscrite. Ah, pardon, ok, j'avais pas. Là, effectivement, ça, c'est problématique. Aujourd'hui, en fait, effectivement, il y a des solutions pour quand on est en dessous de 36 kVA. Quand on est au-dessus, c'est un peu plus problématique. On se retrouve vraiment dans le cœur du problème aujourd'hui. Après, il faut voir, il faut examiner en fait la manière de consommer parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises aussi qui souscrivent à des contrats de 70 kVA ou 90 kVA qui, au final, ne dépassent jamais les 36 kVA. Et donc, il y a peut-être un intérêt en fait à faire enlever le compteur jaune et passer en compteur bleu pour bénéficier justement des tarifs un peu plus doux sur les compteurs bleus. Ça aussi, c'est une possibilité. Ah oui, si elle n'utilise pas toute sa puissance, qu'elle puisse passer Absolument. en compteur bleu et bénéficier d'un tarif qui s'apparente à un tarif réglementé. C'est ça. Les effectifs de salariés, c'est en équivalent temps plein ou en personne physique? C'est en équivalent temps plein. En ETP, ouais, d'accord. Donc, il y a peut-être 10 personnes, mais moins de 9 ETP. OK. Une autre question, alors là, un petit peu plus pratique, c'est vrai qu'une entreprise qui déménage, est-ce qu'elle peut transférer son contrat sur son futur site? Non, Elle est obligée de signer un nouveau contrat lié à son nouveau point de livraison, à son nouveau compteur, en fait. absolument. À ce jour, moi, j'ai qu'un seul fournisseur qui propose justement de déménager le contrat et de garder donc les mêmes conditions tarifaires. Mais en fait, en général, quand on déménage, en fait, un contrat, c'est un compteur. Donc, Oui, par contre, si cette entreprise déménage et qu'il y a un repreneur qui s'installe à la place, lui, il peut reprendre le contrat de celui qui part. d'accord. Parce que en fait, le contrat est toujours rattaché à un compteur. Oui, Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui arrive dans un local et que le prédécesseur a un contrat qui court jusqu'en 2024 et qu'il a envie de lui faire un cadeau, il peut effectivement lui proposer de reprendre le compteur en fait à son compte par voie d'avenant. d'accord. On a alors c'est plutôt une remarque, hein, peut-être sur la discussion là sur les mesures qui sont en cours de discussion au niveau de l'Europe, d'une personne qui dit actuellement l'Europe semble quand même vouloir décorréler le prix de l'électricité et celui du gaz. Oui, absolument. Donc, c'est ce qui a été annoncé juste avant la réunion, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui explique la hausse des prix de l'électricité, c'est en partie la mécanique de fixation des prix, ce qu'on appelle le merit order ou le coût marginal. Donc, Mm. aujourd'hui, en fait, on produit de l'électricité à partir de beaucoup de sources, mais au final, le prix qui vaut pour l'ensemble de la production, c'est celui de la dernière centrale qu'on active. Et les dernières centrales qu'on active, c'est souvent en fait les centrales à gaz, dans la mesure où c'est pilotable et on les active en fait quelques heures par mois ou par année pour remédier à des pics de consommation. C'est un mécanisme en fait qui a été rendu obligatoire pour pouvoir garder en fait ces centrales euh, qui, qui ne sont pas en fait rentables en fait toute l'année. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que avec des prix du gaz qui ont fortement flambé, forcément, ça crée une contagion en fait, sur le marché de l'électricité. Donc, un pays comme l'Espagne ou le Portugal ont déjà avancé dans ce sens. Ils ont décorrélé justement le prix de l'électricité par rapport à celui du gaz. Cette mesure a été discutée donc au sein de l'Union européenne. Elle ne fait pas consensus pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, il y a pas de décision actée, mais pour l'instant, il va falloir trouver un accord en fait à 27. Et des fois, c'est pas évident.
parce que les moyens de production des différents pays européens sont très différents et forcément, une décision qui n'a pas d'impact sur un pays peut avoir des impacts assez importants sur d'autres en fonction du mix énergétique. Nous, en France, par exemple, on produit beaucoup d'électricité avec le nucléaire, comparé à un pays comme l'Allemagne qui a choisi de sortir du nucléaire. Là, forcément, l'impact d'une telle décision n'est pas le même et forcément, donc ça crée des résistances d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, pour résumer, je dirais pour l'instant, c'est en discussion, mais c'est pas gagné encore. Oui, ça va. C'est pas clair pour toi que ça peut apporter des améliorations sur le prix C'est une évidence, ça peut apporter des améliorations, puisque forcément, donc, on sortira de l'incertitude par rapport au prix du gaz. Après, politiquement parlant, est-ce que ça va être acté ou pas? Est-ce qu'ils vont trouver en fait une solution qui convient à tout le monde? Ça, j'en suis pas sûr. Encore 2-3 petites questions parce que c'est vrai que l'heure tourne et on approche la fin qu'on avait prévue ensemble à 15h30. Donc, une personne qui a un contrat qui se termine fin 2023 à 70 € et qui voudrait faire des prévisions sur 2024-2025. Donc, tu l'encourages évidemment à négocier, enfin à consulter, voire à signer même à assez court terme. Et en termes de prévision, est-ce qu'il faut qu'elle s'attende à 2, 3, 4 fois plus cher qu'actuellement? Alors, c'est difficile en fait parce que tout dépend de la répartition des consommations en fait à l'année. Ce qui a augmenté en fait le plus aujourd'hui, c'est le prix de leur plein hiver, de la pointe et de leur creuse hiver. Donc, une entreprise qui consomme beaucoup l'hiver, on est sur un budget qui fait, enfin, de ce que je constate aujourd'hui, on est sur un budget qui fait entre x5 et x12. Voilà, pour prendre une fourchette large. Alors qu'une entreprise qui consomme beaucoup l'été, je pense notamment par exemple au camping, qui ont une activité très saisonnière, là on va être plutôt sur un budget qui va faire entre x3 et x7. Oui, merci Yacine. Une question qui est un petit peu à la marge, je ne sais pas si tu aurais une réponse à apporter. Nous installons des trackers photovoltaïques sur 2 sites en autoconsommation. Nous sommes obligés de passer par une compagnie. Alors, je pense qu'on n'est jamais vraiment obligé, hein, mais bon, merci. Nous sommes obligés de passer par une compagnie Urban Solaire qui nous gérera le compteur virtuel. Donc, c'est pour faire de l'autoconsommation virtuelle. Oui, on est obligé de faire du stockage virtuel. Merci. Ah, et qu'en pensez-vous? En fait, c'est plus qu'est-ce que tu penses, Assine, du fournisseur Urban Solar? Oui, alors Urban Solar Energy fait partie des fournisseurs que je consulte régulièrement. Aujourd'hui, comme tous les autres fournisseurs, donc ils sont confrontés en fait à la hausse des prix de l'énergie et c'est assez compliqué pour eux parce que ça a un gros impact en fait sur leur trésorerie. Toutefois, donc ils ont cet avantage en fait de proposer une solution innovante sur le marché qui consiste à faire du stockage virtuel, donc à récupérer ce que vous ne consommez pas et à vous le rétrocéder à un moment donné. Donc ça reste très intéressant en termes de valeur ajoutée. Je dirais aujourd'hui, tant que vous n'avez pas de signal de la part du fournisseur pour vous dire on augmente les tarifs ou on est en difficulté, tout va bien. Le jour où vous avez un coup de fil de la part d'Urban ou même un courrier ou un recommandé pour vous dire écoutez, ça devient économiquement parlant, ça devient insupportable et l'équilibre en fait du contrat est rompu et il faut partir ailleurs. À ce moment-là, il faut se poser la question effectivement et regarder ce qui se fait ailleurs. Je t'entends pas, Joanne. Ok, merci pour ton retour. Et j'avais encore une question à te poser. Une autre question, donc oui, depuis 2015, mon contrat est renouvelé par tacite reconduction toutes les années. On souhaite dénoncer le contrat, sachant que la hausse est revue à x6 et que le fournisseur réclame 10% de son prévisionnel. Est-ce légal? Alors, légal, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une relation commerciale, donc le fournisseur propose et après, c'est vous qui acceptez ou pas. Après, aujourd'hui, le problème en fait de la reconduction tacite, c'est pas un vrai problème. Moi, ce que j'encouragerais cette entreprise, c'est tout simplement de demander des propositions à d'autres fournisseurs pour pouvoir comparer. Peut-être que le x6 est dans le marché et que il n'y a pas mieux à faire. Donc, avant de dénoncer le contrat,
comparez, regardez ce qui est proposé par la concurrence et après, vous déciderez si, voilà, s'il y a mieux à faire, effectivement, donc vous dénoncez le contrat. S'il n'y a rien à faire, vous continuez avec votre. Encore une petite question que je te pose parce que c'est sur les. Je pense que c'était par rapport au TRV. La question est brève. Je vais essayer. On va essayer d'interpréter. Est-ce possible pour 2 points de livraison de moins de 36 kVA? Est-ce que peut-être la personne voulait demander si c'est possible, par exemple, quand on souscrit 70 kg de puissance souscrite, de séparer en fait en 2 points de livraison de moins de 36 pour pouvoir accéder au tarif réglementé. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, oui, ça peut être une solution, effectivement. Après, il faut voir en fait comment ça se présente et si c'est possible. Parce qu'en général, Enedis évite de mettre 2 compteurs sur un seul et même site. Du coup, il faut voir voilà, si c'est possible, si on peut contourner un petit peu la difficulté. À ce moment-là, on peut peut-être souscrire 2 contrats, un au nom de la SI et un autre au nom de l'entreprise, ou un au nom de la holding et un autre au nom de l'entreprise. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en ayant 2 compteurs, on paye 2 fois l'acheminement aussi. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc ça ne sera pas 100% de bénéfices, en fait. Hein. Voilà, ça s'étudie. Je n'ai pas de réponse, en fait, par oui ou non. Il faut voir, en fait, la configuration et les possibilités et le montant qui est en jeu et voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'économiser. Et bien sûr, il faut avoir de la vision sur l'avenir. Sachant que, petite précision, mais qui a toute son importance, pour pouvoir enlever un compteur jaune et mettre à la place un compteur bleu, ou alors il faut que vous soyez propriétaire du local, ou il faut que vous ayez en fait un accord écrit de la part du propriétaire. C'est hyper important. Et peut-être, je vais te poser une dernière question, même si on a encore des questions en cours. Alors, on a répondu à beaucoup de questions, mais il en reste encore quelques-unes. Est-ce que les fournisseurs peuvent revoir les modalités de négociation pendant le contrat, ou les modalités du moins du contrat, au cours du contrat? Oui, leur seule obligation, en fait, c'est de respecter un préavis de 30 jours. Et c'est ce qu'ils font en général. Donc, ils informent le client en disant, voilà, à partir de telle date, on augmente nos tarifs, on vous propose un avenant, en fait, d'augmentation tarifaire, et on vous laisse le choix de partir si vous le souhaitez, sans pénalité. Donc, de rompre, en fait, l'engagement. Voilà. Mais oui, ils ont la possibilité, effectivement, de proposer un avenant avec une hausse tarifaire. Après, c'est pas le choix de tous les fournisseurs. Chaque fournisseur essaye de réagir un peu comme il peut. Il y a d'autres fournisseurs qui n'augmentent pas leurs tarifs, mais qui proposent de pénaliser en fait les consommations qui seraient au-dessus du prévisionnel habituel. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre solution. Donc tout ce qui dépasse le prévisionnel habituel sera facturé au prix du marché parce que forcément, ça représente un coût financier pour le fournisseur. Très bien. Il nous reste encore quelques questions qui n'ont pas trouvé leur réponse, mais comme il est 15h35, on avait prévu de terminer à 15h30, donc je vous propose de clôturer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour les quelques questions qui n'ont pas eu de réponse, Assine, si tu es d'accord, il n'y en a pas beaucoup, on va essayer de les traiter, puis d'envoyer peut-être les réponses aux personnes concernées. Bien sûr. On va mettre en ligne d'ici le début de semaine prochaine le webinaire sur le site de Edel. Et puis peut-être que je ferai une petite compilation des conseils que tu as donnés aussi à l'écrit. Voilà, de façon à ce que aussi les personnes qui n'ont pas pu participer puissent aussi avoir des éléments. En tout cas, je vous remercie tous de votre participation qui a été intensive. Merci beaucoup, Assine, de nous avoir donné tes éclairages maintenant. On sait que tu as beaucoup de travail, comme nous tous, dans cette période un petit peu compliquée à traiter. Merci, Rémi, pour avoir aidé à traiter les questions qui arrivaient un petit peu dans tous les sens. Et voilà. Merci Joanne et Rémi d'avoir été à l'initiative d'organiser cette réunion, effectivement, ces questions-réponses sur un sujet qui est d'actualité et qui concerne beaucoup de nos entreprises. Et merci bien entendu aux participants à cette réunion. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques
je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne à journée. tous. Au revoir. Au revoir.